Bonsoir, et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite en s'interrogeant sur l'épreuve du pouvoir que traverse aujourd'hui en Birmanie Aung San Suu Kyi, elle qui a suscité, on vient de le voir dans ce film, tellement d'espoir dans son pays, avec pour commencer celui qui a réalisé ce documentaire, Thomas Dandois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, journaliste de terrain, avec à votre actif une assez impressionnante filmographie, principalement pour le compte d'Arte et du groupe France Télévisions, avec un penchant marqué, on va le dire, pour les zones de conflit, les zones de tension un peu partout sur la planète. Et on va bien sûr reparler avec vous de ce Aung San Suu Kyi, la liberté en héritage que nous venons de voir à l'instant. À vos côtés, Sylvie Brieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vous aussi, écrivaine. Chacun salue d'ailleurs votre travail dans la profession, un travail en immersion avec des peuples autochtones du monde entier. Un travail d'ailleurs d'immersion qu'on peut palper dans votre livre intitulé Birmanie, les chemins de la liberté, publié chez Albin Michel, où vous nous plongez réellement en prise directe avec le peuple birman. Vous êtes, pour écrire ce livre, vous êtes allé à plusieurs reprises sur place et vous avez rencontré la population. Et ce sont ces rencontres qu'on palpe, qu'on perçoit dans votre livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Olivier Guyard est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche sur la zone Asie de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous enseignez également et vous étiez à Rangoon, la capitale birmane, il y a encore quelques semaines. En effet. Et puis enfin avec nous, Camille Cuisset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de l'association Info Birmanie. C'est une association créée en 1996 qui s'était donnée pour objectif d'informer sur la situation politique, économique et sociale en Birmanie pour promouvoir à l'époque de la création, bien sûr, la paix, la démocratie, les droits de l'homme dans ce pays. Aujourd'hui, c'est l'opposition d'hier qui est au pouvoir. Cette association se justifie toujours, donc ça veut peut-être dire que la démocratie est encore fragile dans ce pays, non ? Alors oui, effectivement, nous on s'est créé sous la junte militaire il y a plus de 20 ans. Ouais. Depuis, la situation a beaucoup évolué, donc on est en période de transition démocratique. Et donc vous considérez aujourd'hui que votre association est complètement justifiée dans cette période justement de transition démocratique ? Oui, on s'adapte aux évolutions évidemment, Ouais. donc on développe de nouvelles activités en soutien à la société civile locale, mais on pense que nos activités de plaidoyer sont toujours importantes dans une situation où les violations des droits de l'homme sont encore courantes en Birmanie. On le voit cette année, et il y en a eu énormément. Et voilà, donc, avec certaines ethnies d'ailleurs minoritaires, on va en reparler dans cette émission. Peut-être un coup d'œil sur la carte pour savoir, pour connaître ce pays, la Birmanie, voire le situer, un pays d'Asie du Sud-Est continental avec une frontière commune, vous le voyez, avec le Bangladesh, la Chine, l'Inde, le Laos et la Thaïlande. C'est là que vous avez tourné il y a maintenant 4 ans et demi, puisque ce documentaire a été tourné en 2012. Et en réalité, ce que vous avez cherché à saisir, c'est tout simplement l'avènement de la démocratie dans ce pays. C'est ça que vous avez cherché à saisir à travers vos images ? C'était aller à la recherche de quoi est composé ce vent du changement. D'ailleurs, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est seulement d'apparence? Et juste une petite anecdote de tournage. Les premières fois où j'ai commencé à y aller, j'y allais en me cachant, je tournais vraiment discrètement, j'avais une caméra la plus petite possible, et puis j'essayais de pas me faire voir. Et à la fin, quand j'y allais, c'est limite si les policiers s'excusaient pas d'être dans mon cadre. Voilà, donc vous voyez, ce changement, je pouvais vraiment tourner de façon ouverte. Et vous l'avez tourné en combien de temps finalement? En plusieurs fois, en plusieurs fois, 6-7 voyages, et sur un an et quelques mois, entre le dernier voyage s'est fait quelques mois après son arrivée au pouvoir en tant que député. On va revoir peut-être un premier extrait de ce film. On voit la dame de Rangoon, c'est comme ça qu'on la dénomme, interpeller les siens. Il s'agit d'une ouverture d'un bureau de son parti dans une province de la Birmanie. Elle s'adresse aux siens, regardez. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous. C'est bien. Nous ne pouvons pas penser qu'au présent, nous devons préparer l'avenir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous, les jeunes. Merci. Pas de merci, agissez. Vous
remercier, mais moi je compte sur vous pour faire bouger les choses. Vous ne devez rien attendre du gouvernement, ni de notre parti, ni même de moi. Ne comptez que sur vous-même pour faire changer les choses. Voilà, donc une séquence tournée alors même qu'elle vient d'être élue, députée de l'opposition, mais élue après un parcours que vous nous racontez, évidemment, emprisonnement, mise en surveillance résidence surveillée, pendant près de 20 ans. Aung San Suu Kyi, qu'est-ce qu'elle représente réellement pour ce peuple birman? Qu'est-ce qu'elle incarne? Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle est en train de dire, c'est ne comptez pas que sur moi, comptez aussi sur vous. Et une des premières interlocutrices, des premières femmes que j'ai rencontrées en Birmanie, c'était une femme Kachin, donc d'une des ethnies minoritaires qui se trouve au nord de la Birmanie, à la frontière avec la Chine, qui me disait, en fait, dans notre pays, on compte beaucoup sur l'héroïsme, mais dans notre vie et dans notre histoire, nous n'aurons sans doute personne d'autre qui équivaut à Aung San Suu Kyi, qui a été adulée, qui a été une icône et qui incarne toujours quand même l'espoir d'un changement en Birmanie, même si elle est aujourd'hui critiquée. Mais elle est quand même plus largement critiquée en Occident qu'elle ne l'est dans le pays lui-même. On sent que les gens sont déçus. Ils ne pouvaient de toute façon être que déçus parce que les attentes étaient très fortes par rapport aux espoirs de paix, de stabilité et de liberté qu'Aung San Suu Kyi pouvait apporter. Mais les gens n'osent pas encore tout à fait ouvertement la critiquer, sauf quelques leaders dans les zones ethniques, parce que ils savent qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives et d'autres personnes aussi charismatiques qui puissent incarner le changement. Aung San Suu Kyi, une icône donc, pour reprendre le terme qui a été utilisé. Vous avez contribué avec votre association à voir émerger cette icône et la sortir de la résistance. Quelle image en avez-vous au nom de cette association ? Oui, nous on a soutenu l'opposition pendant longtemps, sous la période de la junte militaire. Bon, on est en transition démocratique, il y a quand même des avancées qui sont non négligeables depuis quelques années. Et à l'époque, vous aviez des nouvelles fréquentes la concernant, vous saviez où elle était, vous saviez ce qu'elle faisait, ou alors c'était vraiment une chape de plomb complète sur son existence ? C'est compliqué d'avoir des nouvelles. Après, on l'a rencontré, Info Birmanie l'a rencontré. Il y avait des contacts avec les membres de son parti, des contacts qu'on a toujours. Après, ce que moi j'aimerais signaler pour compléter un peu ce que disait Sylvie, c'est que il y a peu de temps, le 1er avril, des élections législatives partielles. Donc il y avait 19 sièges en jeu, ce qui n'est pas énorme, ce qui menaçait pas du tout la majorité de la LND au Parlement, mais elle n'en a remporté que 9 sur 19. Alors ce qu'on voit en fait, c'est que dans la zone centrale, elle a toujours été élue, sa popularité n'est pas du tout remise en question, mais dans les régions habitées par les minorités ethniques, la LND a été battue. Donc on va y revenir dans un instant, mais vous faites bien de le souligner. Ça a été une icône dans son pays, on l'a dit, ça a été confirmé. Ça a été aussi une icône à l'échelle internationale. Bien sûr, elle le demeure. De toute façon, Est-ce que son étoile brille toujours au firmament du côté des institutions internationales? Alors, c'est toujours pareil. Donc, Aung San Suu Kyi est parti avec une telle icône intérieure et extérieure. Donc, entre la sainte, la pastonaria, la tête de gondole de la démocratie dans cette partie compliquée d'Asie. Et évidemment, lorsque vous passez de ce statut quasiment béatifié au statut de dirigeante, donc aujourd'hui, Aung San Suu Kyi n'est pas officiellement la chef de l'État, mais en fait, elle en a toutes les fonctions, des fonctions qui sont malgré tout rabotées par les militaires, on y reviendra certainement un petit peu plus tard. Et cette dame-là, donc, elle fait des arbitrages politiques tous les jours dans un pays qui demeure en développement, où elle n'a pas tous les pouvoirs. Son gouvernement est composé à 80% de gens qui n'ont pas l'exercice du pouvoir. Par définition, la Ligue nationale pour la démocratie n'a jamais été au pouvoir. Les gens qui occupent les fonctions dans les divers ministères n'ont aucune expérience, n'ont pas toujours les moyens. Et face à cela, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure notre ami, là, il y a des attentes populaires qui sont considérables. Enfin, la dame est ici, tous les maux de la société birmane vont s'évanouir. L'opulence, la liberté, la joie, la communion, la concorde nationale, qui est l'objectif numéro 1 de la Ligue nationale pour la démocratie, tout ceci va être réalisé par définition. Et dans quelle mesure la communauté internationale a-t-elle favorisé l'émergence de cette démocratie qu'on a vue dans ce film
Déjà en appelant, donc pendant ces longues années de junte militaire, ces deux grandes décennies pendant lesquelles donc il était compliqué on avait plus tendance à avoir affaire à des autistes militaires qu'à des gens prêts à discuter. Et la communauté internationale occidentale essentiellement, les Asiatiques, les pays alentours ont eu une gestion plus pragmatique, voisine asiatique des choses. Donc la France, l'Amérique du Nord, d'autres nations scandinaves et européennes, donc ont poussé donc la junte pour montrer un peu plus de flexibilité. Ça avec des sanctions financières importantes. Des sanctions financières, des embargos divers et variés. Qui n'ont pas d'ailleurs toujours bénéficié au pays, semble-t-il. Ces sanctions financières. Absolument, pour dire le moins. En tous les cas, cette communauté internationale a pesé à tel point que dans une certaine mesure, lorsque les militaires ont engagé cette feuille de route vers la démocratie, une feuille de route vers une démocratie disciplinée, selon les militaires, ils prenaient en compte donc dans les valeurs ajoutées de cette politique nouvelle, le souhait de s'exonérer des sanctions internationales. Donc ça a compté. Donc le soutien d'Info Birmanie, de quantité de gouvernements occidentaux, a pesé dans une certaine mesure sur cette transition démocratique. Cette transition démocratique est engagée, elle n'est pas terminée, bien entendu. Alors dans ce film, on voit les fameuses élections législatives partielles de 2012, mais la véritable bascule, c'est novembre 2015. C'est là que l'opposition remporte la majorité au Parlement, et puis l'année suivante, en 2016, Aung San Suu Kyi sera nommée conseillère d'État. C'est un titre qui a été créé spécifiquement pour elle. Elle ne pouvait pas se présenter à la présidence de la Birmanie, puisque je crois que son mari était d'origine anglaise et qui est d'ailleurs décédé avant cette élection. Et la constitution birmane prévoyait que on ne pouvait pas se présenter à la présidence birmane si on avait un mari et un conjoint issus de l'étranger. On lui a donc créé un poste sur mesure, conseillère d'État. On pourrait dire peut-être Premier ministre, s'il fallait mettre en place un parallèle avec les démocraties occidentales. On va voir néanmoins ce qu'était la réaction de la jeunesse que vous avez filmée au moment où elle a été élue députée. Regardez. Notre rêve n'est pas encore réalité, mais au moins nous avons le droit de rêver parce que nous avons gagné. Je suis certain qu'elle va réussir à obtenir des changements. On va tous en profiter. La politique, la santé, l'économie, l'éducation, tout va changer. Voilà, des scènes de joie que vous avez filmées dans votre documentaire. J'imagine qu'on aurait pu assister aux mêmes scènes de joie en novembre 2015, parce que cette fois-là, évidemment, c'est l'opposition qui prenait le pouvoir. Sur le plan politique, néanmoins, aujourd'hui, je crois que vous avez réussi à communiquer un certain nombre de personnes qu'on voit dans ce documentaire. Est-ce qu'elle a toujours le même poids, la même aura auprès des Birmans sur le plan politique, Aung San Suu Kyi ? Alors, dans le film, je m'étais concentré vraiment sur les jeunes. C'est pour ça que ça s'appelle la génération Aung San Suu Kyi qui a reçu la liberté en héritage d'Aung San Suu Kyi. Et elle en appelle aux jeunes, justement, au soutien des jeunes. D'ailleurs, elle les bouscule, elle n'arrête pas de dire, avec ce côté un peu sec qui la caractérise malgré son aura. Elle a un côté comme ça, elle parle très franchement et elle n'arrête pas de bousculer les gens. Et dans les meetings, elle le fait en disant « mais si vous n'êtes pas contente de moi, voilà ». Remplacez-moi par quelqu'un d'autre ou engagez-vous, en tout cas, les bouscules. J'ai recontacté à peu près tout le monde, tous les gens avec qui j'ai travaillé, en leur demandant, alors aujourd'hui, après un an d'exercice du pouvoir, je les ai un peu provoqués sur la question des Rohingyas, sur la question de la société civile, et j'attendais une part de déception, et en fait, je trouve une espèce de... Comment qualifier ça? Une espèce de lucidité, une espèce de sérénité, où tous me disent mais attendez, l'Occident, la communauté internationale, vous arrivez comme ça, vous tirez un peu sur notre icône à boulet rouge, mais eux sont tous dans un soutien catégorique en disant ça fait plusieurs décennies qu'on est sous la chape de plomb des militaires, elle est là depuis un an. Elle va pas changer tout d'un coup de baguette magique. Et c'est étonnant parce que je m'attendais à ce que les jeunes soient les premiers déçus. Et pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, ne le sont pas. Ils lui préservent un soutien hyper enthousiaste.
D'ailleurs, ce que vous avez dit le confirme. Hein, les dernières élections partielles, il y avait simplement 19 sièges à pourvoir, mais bon, consolide en réalité sa majorité au Parlement. Donc elle semble avoir toujours un soutien d'une bonne partie de la population. Une bonne partie avec, vous l'avez évoqué, le cas des Rohingyas. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une minorité musulmane, c'est environ 4,5% de la population qui semble subir les pires problèmes avec le régime en place. On parle même d'une épuration ethnique. C'est un terme qui a été utilisé par des responsables de l'ONU présents sur place, par un certain nombre de diplomates présents à Rangoon également. Elle s'en est défendue en jugeant ce terme trop fort, dit-elle, à l'occasion d'une interview récente à la BBC. Malgré tout, la dame de Rangoon qui doit rendre des comptes sur des problèmes posés à une minorité, problèmes graves, déplacement de population important, on parle de torture, de mise dans des camps, des véritables prisons à ciel ouvert. Ça peut choquer, ça, la concernant? Oui, absolument. D'ailleurs, est-ce que c'est un problème pour elle aujourd'hui, le traitement de ces minorités? En fait, c'est un problème majeur. La paix et la réconciliation dans le pays, c'est quand même un enjeu majeur. Et dès qu'elle est arrivée au gouvernement, elle a dit qu'elle essaierait de tout faire pour que le pays soit pacifié, réconcilié, pour lutter contre la corruption, pour lutter pour le développement économique. Mais la question des Rohingyas, oui, il faut savoir qu'en Birmanie, déjà, les gens ne prononcent pas le terme Rohingya. Donc la population, hormis le fait qu'elle est en train d'agoniser dans d'atroces souffrances et que rien ne semble être fait, c'est une population qui est apatride depuis 1982, donc qui a été déchue de sa citoyenneté. Et le terme Rohingya n'est pas prononcé en Birmanie parce qu'ils ne sont pas reconnus parmi les 135 ethnies qui sont officiellement recensées. Pour autant, le sort de ces populations, est-ce que vous diriez qu'il s'est amélioré depuis l'arrivée de Aung San Suu Kyi au pouvoir aujourd'hui? Non, apparemment, il a empiré. Ouais. Mais donc les Rohingyas, la population se trouve majoritairement dans l'État d'Arakan ou l'État de Rakhine, qui se trouve à la frontière du Bangladesh, et sur lequel, il y a eu un rapport du rapporteur spécial de l'ONU à l'époque, je pense que c'était en 2012, qui avait déclaré que dans l'État d'Arakan, il y avait une haine endémique au niveau de l'administration locale, il y avait aussi une haine endémique envers les Rohingyas au niveau de l'administration nationale et au sein de la population civile. Donc Aung San Suu Kyi est critiquée depuis qu'elle est au pouvoir, même avant qu'elle soit au pouvoir. À partir du moment où elle est sortie de sa résidence surveillée, où elle a commencé à être élue députée alors qu'elle n'avait pas la main mise sur les affaires du pays, elle était critiquée en tant que prix Nobel de la paix, donc en tant qu'héritière d'un certain droit moral, parce qu'elle ne se prononçait pas sur le sort de cette population. C'est en cela que cette situation peut choquer. Elle est elle-même membre de, je crois, l'ethnie la plus importante. Hein, oui, l'ethnie Bamar, donc qui est l'ethnie majoritaire en Birmanie. Ouais. Qui est très hostile à cette minorité musulmane. C'est où les gens sont indifférents, où les gens ne sont pas vraiment en empathie avec ce qui est en train de se passer, où les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est intéressant de savoir, moi j'ai posé la question à des Rohingyas, donc qui sont des leaders Rohingyas et qui travaillent avec ces populations dans l'État d'Arakan pour savoir en fait ce qu'ils en pensaient. Donc évidemment ils sont très déçus, mais je leur disais si elle dit quelque chose, est-ce que ça peut améliorer les choses pour vous ou pas? Et ils m'ont dit en fait qu'ils auraient souhaité qu'elle dise quelque chose, mais ils ne sont pas persuadés que le fait qu'elle se prononce en faveur de la communauté Rohingya, qu'elle soit entendue déjà dans l'État d'Arakan, où vit une population arakanaise bouddhiste, en fait, elle n'a pas de... Ce qu'elle peut dire pourrait ne pas avoir d'influence sur le sort de cette minorité. Et puis il y a l'importance des moines hein, qu'on a bien perçu dans votre film, des moines bouddhistes. Le bouddhisme, c'est 88% hein, de la population. Et il y a un certain nombre de moines bouddhistes qui semblent se radicaliser sur ces questions de tension ethnique également. Il y a la montée d'un intégrisme bouddhiste nationaliste. Et pourtant, les bouddhistes sont réputés comme une religion particulièrement tolérante. Hein. Oui, et qui a une influence quand même, le bouddhisme nationaliste extrémiste a une influence sur la politique également, puisque avant, au sein de l'administration précédente, ils ont quand même réussi à faire voter une série de lois pour, entre guillemets, la protection de la race et de la religion, qui a été vertement critiquée par toutes les ethnies. Le terme épuration ethnique, d'ailleurs, ce terme est très important, hein, parce qu'il peut être qualifié devant la justice internationale aujourd'hui. Vous ne le réfutez pas, vous, concernant le traitement de ces minorités musulmanes?
On utilise ce terme et c'est un terme qui a été, il y a des possibles crimes contre l'humanité. En Birmanie, il y a un rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits humains en Birmanie de l'ONU qui a été présenté à la dernière session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui ont demandé, suite à cela, une mission d'établissement des faits. Alors qu'il y a un mécanisme un peu plus ambigu que ce que demandait la rapporteuse spéciale, mais du coup, qui permettrait d'établir les faits sur les violences à l'encontre des Rohingyas, pas seulement des Rohingyas, mais également sur les conflits qui se passent aussi, parce qu'il y en a d'autres dans le nord de la Birmanie, notamment dans l'État Kachin. Ça doit quand même vous mettre sérieusement en porte-à-faux dans votre association cette question du traitement des minorités par la dame de Rangoon. Non, il y a pas, vous devez avoir des états d'âme là-dessus quand même, non? Alors c'est compliqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une situation. Bon, par exemple, la question Rohingya, c'est un sujet qui est délicat, historiquement voilà. récurrent. Oui. Et sous la junte militaire, c'est une propagande étatique sur la base du nationalisme bouddhiste qui a été mise en place. Donc c'est des années de propagande, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un sujet vraiment délicat. Et du coup, Aung San Suu Kyi, pendant sa campagne, elle n'avait pas évoqué la question. C'est un sujet qu'elle évite. Elle a été obligée de se prononcer récemment, parce que avec la pression de la communauté internationale, etc. Mais c'est une question vraiment délicate en Birmanie. Le sujet des conflits dans les zones ethniques et aussi c'est le processus de paix, c'est un peu tout. Enfin, les perspectives de paix sont. Est-ce qu'elle est réellement responsable du traitement de ces minorités? Alors, en partie peut-être, d'après ce que vous nous avez expliqué. Enfin, moi, la question que je me pose, c'est par exemple, le pouvoir réel sur cette question-là, mais sur les autres questions en général, les questions politiques. Quel est le pouvoir réel d'Aung San Suu Kyi? Parce qu'on lit partout que tout cela est entre les mains de la junte militaire encore et toujours. C'est la réalité? Son pouvoir est relativement limité, voire très limité? Alors évidemment, par rapport à sa position lorsqu'elle était dans l'opposition, son pouvoir aujourd'hui est considérable. Son parti est majoritaire dans les assemblées nationales et dans les provinces, hormis quelques zones ethniques. Mais donc la constitution actuelle, celle qui préside encore, donc garantit les droits qui sont exorbitants à l'armée. J'en en prends quelques-uns pour pas lasser nos auditeurs. Quand vous avez des élections depuis les 2 derniers scrutins en Birmanie, seuls les 3/4 des sièges sont en jeu. 1/4 est réservé en dehors de tout scrutin aux militaires. Donc les militaires ont une minorité de blocage d'1/4. Imaginez la même chose au Sénat et à l'Assemblée nationale ici. Vous verrez un petit peu la façon dont on peut gouverner le pays. On n'appellerait pas forcément ça une démocratie. Bien sûr. Dans un pays où vous avez autant de moines, 1 demi-million que de militaires, 500 000, vous avez le chef d'état-major des armées, donc le grand patron des armées, qui nomme le ministre de la Défense, le ministre des Affaires intérieures et le ministre des Affaires frontalières. 3 postes régaliens sur lesquels Donc la politique sécuritaire, c'est la junte militaire. Bien sûr. Tout ce qui relève du sécuritaire extérieur et intérieur, c'est l'armée. Ce n'est pas Madame Aung San Suu Kyi ni le président. Le président n'a pas le droit de regard sur ces nominations. Et une fois encore, c'est la raison pour laquelle Aung San Suu Kyi, évidemment, donc s'auto-applique parce qu'elle connaît bien un petit peu les enjeux immédiats, les enjeux à plus long terme. Elle sait que si elle prend position sur des thèmes qui ne sont pas consensuels, le sort, j'ai beaucoup aimé le fait qu'une bonne partie de la population birmane ne soit pas empathique vis-à-vis de la minorité, c'est même pas une minorité de cette communauté Rohingya, c'est si elle prenait parti plus, je suis certain qu'elle voudrait le faire davantage, mais elle sait qu'elle s'aliène 100% pratiquement des militaires et une grande partie de son électorat bamar, birman, en se disant l'enjeu, je suis sûr que ça lui coûte beaucoup, mais elle se dit je vais tellement y perdre et ma feuille de route vont tellement y perdre qu'elle en définitive elle est en auto-limitation sur ce genre de dossier comme sur d'autres. Autrement dit, on est en face d'une démocratie extrêmement fragile, décrite comme ça. Oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que ce que disent les jeunes, c'est que cette question-là, c'est un piège pour Aung San Suu Kyi, et d'ailleurs que l'armée se frotte les mains et essaye de saisir ça pour la faire prendre position, s'affaiblir, et après arriver à dire non, mais finalement, la Birmanie, finalement, elle ne peut être dirigée que par nous, que par les militaires. Donc, elle avance vraiment depuis le début sur cette question-là, en marchant sur des œufs, et on voit que quels que soient les choix qu'elle fait, c'est toujours des mauvais choix, quelque part, puisque ça lui coûte, ça écorne son image. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je trouve intéressant quand on parlait du fait qu'elle avait réfuté le terme nettoyage ethnique dans cette interview de la BBC. En fait, ce qui est intéressant, c'est la rhétorique qu'elle utilise. Parce qu'on lui pose la question, elle le réfute pas comme ça, on lui pose la question, elle dit bon, je trouve que c'est un peu trop fort, puis après elle ajoute, donc comme pour expliquer pourquoi elle ne peut pas qualifier ce qui est en train de se passer au niveau du massacre des Rohingyas, pour expliquer que elle ne peut pas qualifier ça d'épuration ethnique, elle dit mais
je ne veux pas fomenter les divisions, je préfère insister sur l'harmonie. Autrement dit, elle ne veut pas favoriser un groupe au détriment d'un autre, ce que nous, on a du mal à percevoir parce que nettoyage ethnique, c'est évidemment une abomination. Mais dans le contexte politique dans lequel elle se trouve, tout en sachant qu'il n'y a pas d'empathie pour cette population au sein de la Birmanie, elle se doit d'observer, d'être vigilante quand même sur le vocabulaire qu'elle explose, tout en sachant que chaque mot utilisé est explosif et peut contribuer à fomenter des antagonismes. Explosif vis-à-vis de la junte militaire? Non, explosif vis-à-vis de la population. De la population. Par exemple, majoritaire bamar et bouddhiste qui n'a pas d'empathie et qui est élevé. Il y a un chercheur que j'avais interviewé pour mon livre et qui est un chercheur bamar bouddhiste et qui est basé en Angleterre, qui disait qu'il avait été élevé comme un fier raciste et qu'il comprenait les mécanismes qui menaient à cette haine exacerbée envers toute population non bamar et non bouddhiste en Birmanie. Parce qu'en Birmanie, quand même, aujourd'hui, être birman, c'est être bamar et bouddhiste avant tout. Si vous n'êtes pas bamar et bouddhiste, vous êtes un sous-birman. Alors ce qu'on découvre aussi dans ce documentaire, dans votre documentaire, c'est qu'on a affaire à un pays à la fois très riche et des Birmans à la fois très pauvres. Ça, c'est très choquant pour ceux qui ne connaissent pas ce pays. Vous nous en parlez dans ce documentaire. On va retourner sur un marché à travers des images que vous avez tournées sur place et un témoignage. Regardez. Je suis très contente comme Aung San Suu Kyi nous apporte la démocratie. Je l'aime cette femme, je l'adore même. Mais pour tout vous dire, je n'y connais pas grand-chose en politique. Je suis juste une marchande. En moyenne, les Birmans vivent avec 1,5 € par jour. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a fait. C'est pas un bon jour. Au moment des comptes en fin de journée, il y a rarement plus de 5 € dans la caisse. Ils ont peu d'espoir de voir leur quotidien changer. On ne peut pas présager de l'avenir, mais si la Ligue nationale pour la démocratie se retrouve un jour majoritaire, alors il y aura de vrais changements. Et les gens comme nous retrouveront l'espoir. Mais pour le moment, on n'y croit pas trop. Alors, visiblement, ça vous a choqué, hein, au sens propre du terme. Vous étiez dans un pays riche, pétrole, gaz, dites-vous, évidemment les diamants. Hein, et ceux qui souhaitent avoir un rubis digne de ce nom, il faut qu'il soit birman. Hein, c'est des joyaux formidables, les rubis birmans. Et vous dites, voilà, on vit avec 1,5 $ par jour en Birmanie. Toute cette richesse ne va pas vers les Birmans. C'est ça tout l'enjeu finalement pour Aung San Suu Kyi aujourd'hui, c'est que sa population bénéficie des richesses de ce pays. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce ce qu'attendent les Birmans aujourd'hui, sans trop se faire d'illusions, visiblement à ce qui était dit il y a 4 ans et demi? Est-ce qu'aujourd'hui on en est encore là? Bénéficier des richesses, mais aussi il y a la question de l'éducation. Parce qu'on en parlait tout à l'heure sur le rapport à ces problèmes ethniques et les choses comme ça. Ça fait 50 ans que les Birmans ne sont pas éduqués, que les militaires ne consacrent absolument aucun financement et aucune retombée de toutes les richesses à essayer d'améliorer le sort des gens, en commençant par les éduquer. J'ai vu quelque part qu'il y avait 28% seulement, hein, des enfants birmans qui étaient scolarisés aujourd'hui, hein, en effet. D'accord, ça me paraît beaucoup. Ça a dû s'améliorer beaucoup depuis quelques mois. Est-ce que cette richesse que vous évoquez dans ce film a une chance dans les années qui viennent, avec Aung San Suu Kyi et son parti au pouvoir, de revenir un tant soit peu dans les poches, dans les foyers birmans, à votre avis? Pour l'instant, moi j'aurais tendance à dire, d'après les infos que j'ai, c'est que pour l'instant les richesses, elles continuent surtout d'arriver entre les mains des militaires, parce que ce vent du changement, il a été impulsé d'abord par les militaires, qui voyaient le vent du changement tourner au moment des révolutions dans le monde arabe, qui avaient peur qu'il leur arrive la même chose, et ils ont agi de sorte à conserver la mainmise sur le système économique et à continuer à s'enrichir, tout en donnant le change à la communauté internationale sur la question de la démocratie. Où va l'argent issu de l'énergie, des mines, évoqué dans ce film aujourd'hui, selon vous? Il va dans les poches des principaux dirigeants de la junte militaire? Alors c'est toujours très lié aux militaires, et nous, un nouvel enjeu qu'on voit, c'est que la transition démocratique s'accompagne d'une transition économique qui va assez vite et qui s'accélère, et qu'il y a de plus en plus d'investisseurs étrangers. Alors en ce moment, on parle d'une chute, mais c'est un ralentissement. C'est ce que j'allais vous dire, hein. Croissance, semble-t-il, ralentie, les investissements étrangers diminuent pour la première fois depuis 4 ans.
C'est un ralentissement. Cependant, on est dans une situation où c'est quand même la Birmanie est un pays riche en ressources naturelles qui sont principalement situées dans les zones ethniques. C'est en grande partie la raison des conflits. Donc on est sur une situation vraiment très tendue à ce sujet-là. En plus, on a un cadre juridique en Birmanie qui ne permet pas la protection des populations locales, de l'environnement, mais aussi de défendre les droits sociaux des populations. On parlait du salaire tout à l'heure. Le salaire minimum d'un Birman, selon la loi, c'est de 2,47 €. Un cadre juridique qui est trop faible, par exemple, le salaire minimum est devenu un salaire maximum à l'embauche de salariés. Donc voilà, on est vraiment dans une situation tendue et il faut qu'il y ait une réforme de ce cadre juridique pour protéger les populations qui se fasse en parallèle de cette transition économique. Quid de l'avenir économique et social de ce pays dans les conditions qu'on a décrites là C'est sûr que ça se fera pas. Énorme chantier pour la dame de Rangoon. Chantier, c'est un défi gigantesque. J'ai fait un peu comme Thomas. Moi, j'ai appelé mes interlocuteurs, les différents interlocuteurs que j'ai rencontrés au fil de ces 3 années où j'ai enquêté en Birmanie. J'ai eu les dernières nouvelles hier, donc notamment de l'État de Chine qui est considéré comme l'État le plus pauvre de Birmanie, pour leur demander où en était justement la situation économique. Donc les personnes que j'ai eues en ligne me disaient que la migration économique des jeunes s'était accentuée depuis 2014 et qu'il y avait de plus en plus de jeunes en fait qui quittaient l'État de Chine pour chercher du travail en Inde, puisque c'est frontalier avec l'Inde. Et voilà, donc ils savent très bien que les choses ne vont pas s'améliorer de toute évidence sous le mandat. Elle a besoin des investissements étrangers, j'imagine, pour mener à bien une politique économique et sociale digne de ce nom. Et est-ce que les investisseurs étrangers vont suivre? Elle insiste sur le fait qu'il faut que les investissements étrangers soient des investissements responsables, parce que tout investissement en Birmanie n'est pas anodin. Donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits aussi dans l'État Kachin, qui est en guérilla dont la guérilla a été réactivée quand même depuis 2011, depuis le moment où le pays a commencé à s'ouvrir. Donc il y a les investissements, oui, mais... Et là où il y a un certain nombre de conflits avec les guérillas, vous l'avez souligné. Oui, l'État Kachin, l'État Shan du Nord, ça s'est accentué notamment à On mesure bien la complexité de ce pays. C'est des dizaines de milliers de populations qui sont quand même dans des camps de réfugiés, des camps de fortune. Après, peut-être un petit peu pour atténuer tout cela, la communauté internationale est prête à accompagner cette transition démocratique et cette transition économique, mais elle a besoin de se rassurer. Elle a besoin de savoir que la dame, ce parti démocratique, est bien en charge et que les militaires ne sont pas tout prêts à prédater. La communauté internationale veut faire également des investissements responsables. Lorsqu'il y a une crise dans l'État arakanais, donc dans l'État Rakhine, avec ça, les investissements des grandes sociétés internationales, notamment occidentales, se prêtent mal à cette conjoncture. Donc il y a ce point-ci, et il y a aussi une petite chose également, donc diverses grandes sociétés internationales, nord-américaines notamment, européennes également, ont des projets importants pour la Birmanie, donc en définitive les perspectives sont assez bonnes, mais le cadre qu'on en évoquait tout à l'heure, là, qui gouverne comment? Les leviers économiques de ce pays. Non, elle est, la dame de Rangoon. Tant qu'elle est là, bien entendu, elle a un effet d'appel qui est extraordinaire. Donc la dame, c'est la première ambassadrice de la cause birmane à tout point de vue. Venez investir chez nous. Autant vous dire que lorsque la dame le propose, elle est bientôt en Europe ces jours-ci, en Amérique du Nord. Lorsqu'elle va à nouveau donc donner cet appel, en Chine également, pardon, elle va être bien plus entendue qu'un ancien général qui serait venu prêcher la même chose. Mais néanmoins, les investisseurs ont besoin d'être réassurés. Il leur faut un cadre juridique, un cadre de protection des investissements, et surtout donc la certitude que petit à petit la présence des militaires qui est aujourd'hui en arrière-plan va se diluer progressivement dans le sens d'un meilleur partage vers les populations. C'est tout l'enjeu de cette Birmanie post-junte d'aujourd'hui. Avec aussi culture du pavot, culture de l'opium, encouragée par la junte au pouvoir, et de l'argent qui retombe dans les poches de cette fameuse junte, une corruption qui arrive très très bas à l'échelle des pays internationaux dans le classement. Vous avez parfaitement raison de signaler un petit peu tous ces tourmentes, tous ces mots. Là, ça aussi, ça explique les difficultés à remonter ce pays pour la dame. C'est un pays qui est encore en développement, c'est un pays qui est pauvre et sous-développé, qui n'a pas tous les leviers pour répondre dans un espace de temps à tous ces défis. Je vous vois avoir envie de rajouter quelque chose. Nous, on pense quand même qu'il faut rester très vigilant sur cette volonté d'attirer les investisseurs étrangers. Il y a entre l'Union européenne et une volonté d'investir en Birmanie. Il y a des négociations en ce moment pour un accord de protection des investissements, un accord qui protège les investisseurs plus que les populations locales. C'est pour ça qu'il faut un cadre juridique fort pour protéger les populations et ne pas se précipiter. Cet accord, c'est un accord
qui se déroule, comme on en a déjà entendu parler, des accords économiques en toute opacité. Et du coup, il faut qu'il y ait, nous, ce qu'on demande, c'est que ça aille doucement, qu'il y ait un vrai cadre pour protéger les populations. Bon, Sylvie Brieux, pour poursuivre la réflexion ce soir, on rappelle le titre de votre livre, publié chez Albin Michel, Birmanie, les chemins de la liberté. Vraiment un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Bravo pour ce documentaire qui nous a permis d'éclairer ce qu'a été l'avènement de la démocratie du côté de la Birmanie. Puis ça nous a aussi permis de regarder ce qui se passait 4 ans et demi après le tournage de votre documentaire. Vous pouvez bien sûr réagir sur notre adresse Twitter, #DDS, c'est notre adresse. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain Droit de suite avec bien sûr son documentaire et son débat.